Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. La seconde partie de ce Smart Future. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Bismart. On continue de voyager dans le temps, de découvrir les entreprises ou les institutions qui inventent aujourd'hui notre quotidien pour demain. Et dans notre Smart City, c'est toujours la seconde partie de cette émission. On va pousser la porte de l'école en 2040. À quoi ressemblera-t-elle? Les robots vont-ils se substituer aux enseignants? A-t-on encore besoin d'apprendre quand toutes les encyclopédies se trouvent là, clac, d'un clic sur notre ordinateur? On en parle tout de suite avec Delphine Gouès, bonjour. Vous êtes directrice des études et de l'innovation pédagogique de Sciences Po Paris. Avec nous également Caroline Sos, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Living School. C'est quoi Living School. Living School, en quelques mots. Living School, c'est une école éco-citoyenne qui existe depuis 13 ans et qui se trouve dans le 19e à Paris. D'accord. Éco-citoyenne, ça veut dire quoi? Eh bien, on s'occupe de la planète, figurez-vous. Donc, nos élèves, de la maternelle jusqu'au collège, conduisent des projets pour venir en aide à notre belle planète et à notre humanité. Donc, des projets qui peuvent être des projets de solidarité internationale, replanter des arbres, venir en aide au monsieur SDF du quartier. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à lire, écrire, compter, mais au travers de projets porteurs de sens et qui leur donneront envie d'agir pour un monde meilleur. Et moi, il faut que je progresse en anglais parce que c'est Living School, évidemment. Sciences Po Paris a créé un institut des compétences et de l'innovation. Je commence par la présentation de l'une et l'autre. C'est quoi son rôle de cet institut? Cet institut a pour vocation de réfléchir avec nos programmes de formation aux méthodes pédagogiques et aux différentes compétences communes qui tressent un petit peu et qui forment les piliers du projet pédagogique de Sciences Po. Et donc d'élaborer les différentes techniques pour arriver à cet objectif de développement de compétences communes, transversales, fortement ancrées également dans la responsabilité. Et vous vous posez l'une et l'autre la question des outils technologiques, de ce qu'on utilise tout le temps dans notre vie quotidienne peut apporter à un enseignant et à une pédagogie. Delphine Gouès. Oui, tout à fait. Nous avons eu une réflexion d'abord structurelle autour de ces sujets-là, autour de l'innovation numérique, l'infrastructure un petit peu technologique pour soutenir une interactivité, une ouverture de nos formations à des publics qui ne peuvent pas forcément se rendre entre nos murs. Et puis, évidemment, on a eu une conjoncture qui a fait qu'il y a eu une énorme accélération du fait de la crise du Covid et qui ouvre des chemins d'exploration à l'avenir qui seront certainement très, très porteurs. Oui, c'est vrai que le télétravail, il s'applique aussi au lycée. On a vu dans les annonces du Premier ministre jeudi que les lycées passaient tous en demi-jauge. Je ne sais pas si vous êtes concerné par cette mesure, mais comment vous abordez justement la part de la technologie dans vos méthodes pédagogiques? Alors nous, on ne va que jusqu'au collège. D'accord. Et pour nous, le numérique, c'est un outil, en fait. C'est un outil et c'est important à la fois d'en voir tous les aspects positifs, c'est un moyen, et aussi d'en étudier tous les aspects négatifs. Pour moi, je pense qu'il faudrait passer un permis écran comme on passe un permis de voiture. Dans la mesure où l'écran, il peut aussi faire des dégâts, et des dégâts conséquents. Donc on sensibilise beaucoup nos élèves tous les ans, justement à l'utilisation des écrans pour avoir une utilisation raisonnée. On sait que un adulte, vous, moi, nous passons 221 fois notre doigt sur notre smartphone en une journée. C'est un peu la folie. Et donc c'est un peu important aussi d'apprendre à gérer ça de manière raisonnée. Et nos élèves sont tellement créatifs qu'ils ont même créé, lors du défi qu'on fait tous les ans, un défi de 10 jours sans écran, une boîte pour que les portables des parents puissent tranquillement se reposer dans les moments précieux. Et on leur a demandé quels étaient ces moments précieux. Ils nous ont dit les repas, les histoires du soir, enfin voilà. Donc de ne plus avoir d'envahissement des écrans. Alors moi je vais mettre les pieds dans le plat. Pour préparer ce débat, je me suis appuyé sur les rencontres 2049 qui sont organisées par le magazine l'Obs. La question générale, est-ce qu'on aura encore besoin d'enseignants dans 40 ans ou dans 20 ans, plutôt en 2040, ou est-ce que les robots auront pris leur place? Delphine. Très bien. Je crois profondément dans le rôle de l'enseignant, que nous avons depuis le début de la civilisation d'ailleurs. Bien sûr. Là où je pense qu'il y aura une transformation, c'est peut-être dans son rôle et dans ses méthodes pédagogiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir un accès à l'information de manière instantanée, une information qui est extrêmement foisonnante. Le rôle de l'enseignant ici, justement, c'est de guider les étudiants à exercer un esprit critique, à savoir se repérer, savoir reformuler ce qui peuvent ressortir de ce plongeon dans l'information, et plus lier ça à un développement de connaissances solides qui leur permettent de soutenir un discernement. Et donc l'enseignement
et l'enseignant a un rôle de tuteur, peut-être de guide et de mentor, Oui. qui sera toujours présent en 2040. Mais quand même, c'est un changement de pied. C'est-à-dire que l'enseignant, c'était celui qui détenait le savoir encyclopédique. Oui. On est d'accord. Oui. Moi, j'ai en tête des profs qui étaient impressionnants par leur savoir encyclopédique. Aujourd'hui, c'est ce que je disais en titre, l'encyclopédie, elle est disponible en un clic. Donc, il devient plus un coach. Le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un peu l'idée. Quelqu'un qui va nous apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, soutenir le questionnement, qui est Ouais. vraiment une valeur clé aujourd'hui. Il faut se poser des questions et développer cette réflexion pour aller plus loin. Et oui, effectivement, vous parliez de l'encyclopédie et ce qu'on pouvait appeler la pédagogie verticale. Maintenant, il y a beaucoup plus d'interactivité. Le fait que l'enseignant puisse aller défier aussi les étudiants, les sortir peut-être de zones de confort. Et ce que nous, on met aussi en avant beaucoup dans l'enseignement supérieur, notamment à Sciences Po, c'est l'interaction entre les étudiants aussi, où ils ont beaucoup de choses à apprendre entre eux, surtout du fait qu'il y a une diversité de profils intéressante. Et c'est ainsi que peut se construire une action qui peut être la plus responsable possible à l'avenir. Caroline Sauce, cette place de l'enseignant face à la machine, en quelque sorte, vous l'imaginez comment dans une vingtaine d'années ? Pour moi, pareil que Delphine, dans le sens où pour moi, l'être humain aura toujours une place énorme et prépondérante, et je le souhaite de tout cœur, sinon pour moi, on court à notre perte. Oui. Et j'ajouterais dans les compétences à transmettre qui me paraissent assez essentielles, le savoir-être. Je trouve qu'en France particulièrement, on focalise énormément sur la dimension intellectuelle. Voilà, développer le cerveau, avoir un cerveau bien fait, une tête bien faite. Or, on est un être humain global, avec aussi un corps, avec aussi un cœur. Et je pense que la dimension du cœur, notamment, a énormément besoin d'être davantage développée pour permettre des discernements. On est dans une humanité qui court en avant pour un profit court terme, sans trop se poser la question de l'avenir et de sa pérennité sur Terre. Et pour moi, c'est le fait d'avoir une approche plus globale, incluant la dimension justement du cœur, qui va permettre un discernement chez nos jeunes et chez nos élèves et futurs acteurs et citoyens pour prendre de bonnes décisions par rapport à l'avenir de cette humanité, justement. Effectivement. Est-ce que vous vous demandez ce que l'intelligence artificielle pourra apporter à vos enseignants et donc à vos élèves ? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ? Non, je ne dirais pas que je l'amène de manière proactive, mais je pense que l'intelligence artificielle nous apportera forcément des choses. Par exemple, pour identifier sur un parcours un arbre de connaissances, un peu ce qui a manqué ou ce qui n'a pas bien marché à un endroit pour pouvoir remédier, je pense qu'il y aura certainement des choses qu'on pourra évidemment utiliser de ce point de vue-là. Mais ça n'empêche que je vois comme une avancée, mais il faut... Oui, ça reste un humain qui utilise l'intelligence artificielle. Exactement. On se comprend. Mais c'est vrai que ça peut permettre une pédagogie plus fine, un peu plus personnalisée. C'est-à-dire on peut imaginer un algorithme qui dans la classe, va aider l'enseignant à fournir des exercices adaptés à chaque élève et à le faire progresser. Et ça sont des outils qui existent quasiment déjà aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les données et le traitement des données d'aujourd'hui, ce sont des techniques qui peuvent se développer. À la fin, rien ne remplace finalement le suivi individuel et cette relation qu'il peut y avoir entre un enseignant et un étudiant. Et pour revenir effectivement sur ce que vous disiez, Caroline, sur les compétences du savoir-être, c'est le fait d'aller aussi voir comment ils travaillent ensemble, avoir une vraie réflexion sur l'objet même des sciences et des sociétés. Nous, on parle beaucoup, on travaille beaucoup en interdisciplinarité entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales à travers tous nos cursus, justement pour enrichir cette réflexion et que l'intelligence artificielle soit aussi un objet d'étude, comme elle peut être parfois un outil sur d'autres actions. Alors, je vais inverser la logique. J'ai commencé par vous dire, est-ce que les robots prendront la place des enseignants ? Est-ce qu'à l'inverse, on peut imaginer une logique de sanctuarisation de l'école, une sorte de citadelle, préserver des modes, préserver du bruit, préserver des rumeurs de l'époque ? Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Sauce ? Je ne sais pas, parce qu'on pourrait même... Pas Parce nécessairement. Il y a des moments où on fait des heures sans téléphone portable ou sans tablette ou sans ordinateur. On pourrait carrément imaginer une école qui dit « Attendez, chez moi,
ça n'existe pas, je ne les utilise pas. Et ça pourrait séduire pas mal de parents. Est-ce que vous y croyez à ça? Quand on voit ce qui se passe dans la Silicon Valley, où tous les dirigeants de start-up mettent leurs enfants dans des écoles Steiner, où justement il n'y a aucune technologie, on peut tout à fait penser à ça. Oui. Je pense qu'il faut toujours juste discerner, être dans un équilibre, pas dans un tout ou rien. Et pour moi, l'école a la vocation quand même à être ouverte sur le monde, ouverte sur les enjeux du monde. Et ouverte sur les innovations technologiques, donc si je vous entends. Oui, on ne peut pas les bannir, quoi. Non, on peut pas ne pas les bannir, les étudier, discerner, voir ce qui est porteur, ce qui ne l'est pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, et je pense qu'on se rejoint pas mal sur cette notion du discernement. Et ça, c'est pas une machine qui pourra l'apporter, le discernement. Mais jusqu'où on les fait entrer dans l'école, ces innovations technologiques? Parce que je vais transposer notre conversation à des conversations que j'ai parfois avec des chefs d'entreprise qui disent, nous, on est confrontés à des salariés qui, dans leur vie quotidienne, utilisent les écrans, les outils parfois les plus sophistiqués. Ils ne peuvent plus arriver au bureau et être à l'âge de pierre. Oui, bien sûr. Bon, donc ça, c'est une question que vous devez vous poser, vous aussi, dans les outils que vous proposez à vos étudiants, par exemple à Sciences Po. Oui, tout à fait. Nous réfléchissons à cela avec nos enseignants, justement. Il y a des cours qui sont dédiés à ça. Il faut découvrir ces outils, il faut savoir les utiliser. Et justement, cet esprit critique va arriver à ce moment-là. C'est quand est-ce que j'utilise cet outil, à quel escient, quelles sont les limites. Et pour la technologie dans nos cours, c'est justement cela. C'est si elle est là, elle est pour soutenir un projet pédagogique. Et cela a été choisi, les enseignants sont formés pour cela. Et il peut y avoir d'autres cours. Il y avait des cours, il y a eu une tendance de cours déconnectés, etc. L'important, si un enseignant fait ce choix-là, c'est qu'il y ait une vraie explication derrière, une réflexion par rapport à pourquoi un type d'enseignement sans connexion a été choisi. Et à côté, des cours où là, justement, les étudiants puissent s'emparer de ces outils pour pouvoir les utiliser dans la vie professionnelle à venir. Mais ça pose aussi la question des données que l'on peut récupérer avec des élèves qui utilisent ces outils. Certains pédagogues disent « mais moi je ne veux pas que mes élèves en utilisant les outils donnent leurs informations personnelles aux GAFAM dès l'âge de 4, 5, 6 ou 7 ans ». Comment vous réagissez à cette interrogation-là, Caroline Sass? C'est certain que nous, on essaie quand même de protéger. Nous, on accueille majoritairement des maternelles primaires et maintenant des collégiens. Nous essayons quand même de protéger, d'informer, de leur permettre d'utiliser avec intelligence. Donc on aurait tendance à quand même protéger. Après, j'entends ce que vous dites par rapport au fait de pas non plus se couper du monde, mais savoir aussi de toute façon que les apprentissages, pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que les apprentissages par le numérique ont un avantage sur un apprentissage avec un enseignant. Donc je pense que c'est quand même important de... Oui, mais vous voyez le risque de décalage. Je reviens à la question qui était la question précédente, le risque de décalage pour un élève qui va être de plus en plus baigné d'outils numériques et qui n'en trouvera pas éventuellement dans son collège. Pas nécessairement. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire, le fait d'apprendre à être bien, d'apprendre à avoir un bon relationnel avec d'autres élèves. Enfin, par exemple, tout ce qu'on fait, nous, à Living School, autour du savoir-être, autour de l'éco-citoyenneté, c'est tellement passionnant, c'est tellement la vraie vie. Que nos élèves, ils ne nous demandent pas des technologies. Et puis, j'ai envie de dire, ils les découvrent par eux-mêmes, par ailleurs, en famille, par leurs parents qui sont tout le temps, comme on le disait tout à l'heure, comme nous-mêmes sur nos smartphones, sur leurs portables ou autres. Et en plus, avec le télétravail, c'est renforcé tout ça. Donc, au contraire, les ouvrir à autre chose, les ouvrir aux réels enjeux du monde, parce que le réel enjeu du monde, c'est sera-t-il numérique ou pas? Non, c'est pas ça la question. C'est est-ce que... Mais il est numérique, et il le sera. Il l'est, et est-ce que l'humanité va être pérenne ou non, parce qu'avec le changement climatique qui se profile et qui est juste énorme, il y a de vrais enjeux. Et je pense que d'apporter de vraies possibilités de réponse et de permettre aux enfants de réellement passer à l'action par rapport à ce type d'enjeu est tellement plus palpitant que d'un seul coup, le monde virtuel, le monde du numérique est un peu palo. Oui, j'entends votre argument, mais il y a un autre enjeu, on en parlait tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle et le fait qu'il y a un humain et qu'il faut continuer de maîtriser les outils, c'est le code. Est-ce qu'on doit apprendre le code aux élèves? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut plutôt apprendre le code avant l'histoire? Non, moi je dirais on apprend l'histoire. On apprend l'histoire. Qu'est-ce qu'on dit, Delphine Gouès? Oui, il faut apprendre le code.
aux étudiants? Oui, je pense que l'apprentissage du code, il faut que cela entre dans un projet pédagogique qui soit bien précis, qu'on l'apprenne en expliquant aux étudiants pourquoi ils doivent l'apprendre, ce qui est intéressant pour eux d'appréhender. Et cela leur permettra d'avoir des grilles de lecture peut-être plus riches au moment d'être confrontés à des problèmes complexes. En revanche, le socle de connaissances est tout à fait primordial et c'est ce qui fait les projets des institutions, justement. Donc il faut se concentrer sur les savoirs essentiels avant de coder. C'est-à-dire lire, écrire, compter, c'est peut-être la base avant de commencer à coder. On est dans une société qui raisonne souvent en ou. Moi, je vous propose de raisonner en et. Voilà, on peut faire de l'histoire, des fondamentaux et apprendre à coder, mais toujours avec du sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement important de garder le sens. Il y a une autre notion, puis après, je vais vous proposer de réagir à une expérience de classe, mais alors ultra connectée que va nous présenter Olivia Hieré-Dobré. C'est ce qu'on appelle la classe inversée. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le savoir encyclopédique. C'est quoi la logique de la classe inversée? Vous pouvez nous le rappeler? Très bien. La classe inversée se fonde sur le fait de donner aux étudiants, avant d'arriver en cours, des ressources qui les préparent à la séance en direct. Et la séance en direct, plutôt que d'être une transmission d'un enseignant aux étudiants d'un savoir déjà élaboré, c'est plutôt le moment de l'interaction entre étudiants, le questionnement, le débat d'idées et le fait de pousser cette dynamique. Donc c'est une forme de pédagogie active qui est de plus en plus plébiscitée et qui fonctionne notamment très bien aussi lorsqu'on est confronté à un enseignement en ligne. Vous parlez aussi de pédagogie hybride. C'est quoi la pédagogie hybride? La pédagogie hybride, il y a plusieurs formes, mais généralement, c'est quand il y a différents formats pédagogiques dans un même cours. Et cela peut être également, cela a été beaucoup utilisé au moment de dire, il y a des moments en présence et des moments à distance. Et donc c'est cette pédagogie hybride qui fait beaucoup l'actualité, notamment dans les universités, puisque les jauges d'étudiants qui peuvent entrer à l'université ne sont pas encore à 100%. Effectivement. Allez, restez avec nous, on visite une classe du futur tout de suite avec Olivia.